Bonjour à tous, il est 11h30. Je vous propose que nous commencions notre webconférence sur le portefeuille durable. Donc, je suis Cédric Louboutin, je suis responsable de l'offre financière chez Ports Empare et je suis accompagné aujourd'hui de Luciana Duprat, qui est responsable adjoint de l'équipe investisseur, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'elle est leur conseillère, et elle est également de la référence ESG durable pour Ports Empare. Alors, Bonjour à tous. bonjour Luciana. Alors, je vous propose de démarrer. Donc, les rappels d'usage, si jamais vous avez un problème lors de la webconf, notamment pour la partie audio, n'hésitez pas à aller dans le menu audio et de relancer cette partie-là. C'est souvent ici qu'il y a un bug d'expérience, c'est ce qui se produit. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu de publicité pour les webconférences à venir. Donc, jeudi prochain, je serai là à même heure avec Lionel Duverger, notre expert analyse technique. L'idée étant de faire un peu un point marché. La grande rotation, elle est en place. Des plus hauts, des records qui sont atteints maintenant en Europe. Avant, c'était les États-Unis, maintenant c'est en Europe. On reviendra un petit peu plus en détail dessus avec Lionel, donc jeudi prochain. Et enfin, on a dû réadapter notre calendrier puisque entre confinement, déconfinement, reconfinement, fermeture des écoles, c'est un petit peu compliqué, donc pardonnez-nous, mais on va observer un peu une trêve et donc on se retrouverait le 29 avril, donc fin du mois, sur une webconférence. On souhaiterait jouer, il était un peu trop vite, faire un focus sur le secteur des semi-conducteurs. On me dit que j'ai dû la refaire, donc je suis désolé. Donc on souhaiterait faire un focus sur les semi-conducteurs et voir comment on pourrait jouer la pénurie. Vous savez, il manque beaucoup de semi-conducteurs dans les différents secteurs, je pense notamment à l'automobile. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du durable. Alors, le durable, je pense que déjà, ce qui nous a semblé important avec Luciana, c'était de voir un petit peu l'ensemble des idées reçues. On entend beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions, il y a un effet mode peut-être, il y a la question de la performance, il y a la question du E, du S et du G, il y a la question des acronymes qui sont très souvent utilisés. Donc, on va représenter un petit peu le cadre avec Luciana. On va aussi vous parler de l'intégration du durable chez Ports Empare. Comment est-ce que nous avons déployé cette approche? Et enfin, nous déclinerons en vous présentant notre portefeuille, un portefeuille durable qui a été élaboré par les équipes durables, c'est les conseillers qui sont investis un peu plus dans le durable, et donc on va vous présenter un petit peu plus cette offre. Alors, je vous propose sans plus tarder de rentrer dans le vif du sujet avec cette première idée reçue sur les acronymes. Effectivement, il y a énormément d'acronymes, IFR, ESG, responsable, durable. Alors, pour faire simple, ISR, investissement socialement responsable, je pense que tout le monde vous êtes au fait du sujet. En fait, de quoi on parle? On parle de l'application des notions de développement durable aux investissements, aux placements financiers. Ainsi, la sélection des supports des entreprises se fait à partir de deux approches. Je crois que c'est ça qui est très important. De l'analyse financière, donc ça vous la connaissez, analyse financière fondamentale, analyse des ratios de rentabilité, des perspectives de développement, perspectives de croissance, du cash flow et autres niveaux d'endettement. Et on combine avec une autre approche qui est l'approche extra-financière. Donc c'est le respect des critères ESG. Donc ESG, nouvel acronyme, environnement, social, sociétal et gouvernance. Donc voilà, là on va donc comment dire, s'atteler à parler vraiment de tout ce qui concerne l'investissement socialement responsable. Deuxième idée reçue, ESG. En fait, quand on parle de ESG, moi je remarque dans la presse, dans les médias, un peu partout, on a un peu tendance à ne parler que du E, que de l'environnement. Alors, il y a bien trois lettres, hein, c'est ce que j'ai voulu mettre en exergue. Il y a bien aussi le social et la gouvernance. Alors, il faut pas oublier. Pourquoi aujourd'hui on parle que du parce que environnement, c'est vrai qu'au début on a voulu parler du vert, on a voulu parler de tout ce qui touche à la protection de la nature, protection de l'environnement. C'est un critère qui est pris en compte, mais c'est un critère parmi trois.
je pense qu'il ne faut pas oublier le S. Le S, c'est le social. C'est l'impact qu'il peut y avoir de l'activité d'une société, l'activité d'un gouvernement sur ses salariés, sur ses clients, sur ses électeurs. Donc c'est tout ce qui concerne l'environnement global. On peut prendre un exemple, hein. Si on l'applique directement à une société, c'est le taux d'accident du travail, par exemple. C'est l'égalité homme-femme. Donc des notions qui sont quand même très concrètes, qui impactent la vie de l'entreprise et qui ont des conséquences. Et dans l'approche extra-financière, on va revenir dessus. Et enfin, cette troisième lettre aussi qu'on a un peu tendance à oublier, c'est le G. Le G comme la gouvernance. Alors, les exemples les plus connus sont la séparation des pouvoirs au sein d'une entreprise. On reproche souvent à certaines entreprises que la fonction de directeur général et la fonction de PDG ne sont pas séparées. Donc, on estime que c'est pas fluide pour les décisions, pour la remise en question des pouvoirs et l'équilibre des pouvoirs. Donc, vous le voyez, on voulait insister sur cette deuxième idée reçue. Il y a le E, mais il n'y a pas que le E. Il y a aussi le S et le G. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Luciana pour vous parler d'une troisième idée reçue sur l'effet de mode. C'est vrai. On en parle de plus en plus, donc il y en a certains qui commencent à se dire, mais est-ce que c'est un effet de mode? Alors, c'est vrai qu'on se rend bien compte que le développement durable est une prise de conscience globale au niveau de la société. Aujourd'hui, il est quasi incontournable et on le retrouve dans la plupart des décisions politiques et économiques. Vous pouvez regarder la plupart des fonds de relance que les gouvernements ont mis en place comprennent un volet vert. Maintenant, la crise sanitaire, elle a joué comme un rôle d'accélérateur. La pandémie a confirmé l'importance des facteurs ESG. Nous le constatons, hein, les entreprises les mieux préparées à la gestion des risques sont également celles qui ont le mieux traversé la crise. Par exemple, en fait, une solide prévention des catastrophes, la gestion de la chaîne d'approvisionnement ou encore la planification de la continuité des activités ont été un point essentiel de cette crise. Et j'allais dire aussi, par rapport à cette crise, les projecteurs ont été mis beaucoup sur le S. On s'est rendu compte que le capital humain d'une entreprise était très important. Après, évidemment, ça dépend de qui on parle. Les nouvelles générations d'investisseurs sont le moteur de l'investissement responsable. Elles semblent plus inclines que leurs aînés à investir dans des solutions dédiées à la résolution des problèmes sociaux et environnementaux. Il faut savoir que les plus de 35 ans ont consacré 77% de leur épargne en produits responsables. Et ce chiffre, il tombe à 49% pour les plus de 50 ans. Donc on le voit, les épargnants, effectivement, comme tu viens de le dire, Luciana, sont sensibles à ces enjeux. Mais je crois que ce qui est important de noter, c'est qu'il y a un vrai besoin de pédagogie et d'accompagnement. Ça ne va pas se faire tout de suite, ça va être un peu plus long. On a un autre indicateur également de cette prise de conscience actuelle qui est en train de se passer, c'est la collecte positive en 2020 des fonds actions ESG. On vous a mis quelques exemples sur le slide. On fait là ici référence à des fonds qui intègrent ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, c'est ceux que tu viens d'évoquer. Et dans le même temps, on a des fonds actions traditionnels qui peuvent enregistrer une décollecte. Donc, peut-être une quatrième idée reçue qu'il faut aborder, qui nous est souvent posée comme question, c'est la performance. Est-ce que ça dégage de la performance ou pas? C'est vrai que la question, souvent, c'est de dire non, mais c'est moins performant. Alors, déjà, on va évoquer les points positifs. C'est que les entreprises aux meilleures pratiques responsables sont mieux préparées aux problématiques de l'avenir. Souvent, elles sont pionnières et elles participent à la construction du monde de demain et sont considérées comme étant plus prometteuses dans la durée. Les entreprises aussi qui intègrent les bonnes pratiques ESG ont constaté une plus grande résilience, voire une amélioration durable de leur performance. Et ça s'est vraiment vu, j'allais dire, en 2020, au cœur de cette crise sanitaire. L'investisseur, en tout cas, les considère comme une meilleure opportunité d'investissement. Ces entreprises sont plus solides sur le long terme et présentent en fait souvent des marges de valorisation qui sont non visibles
par le prisme financier traditionnel. Alors, pour ceux qui aiment les chiffres, en 2015, selon une analyse menée par l'Université d'Oxford et Arabesque Partners, sur la base de 200 sources, il y a 80% de ces études qui montrent que les pratiques de durabilité prudente ont une influence positive sur la rentabilité des investissements. Et si on reprend donc ce qu'a dit tout à l'heure Cédric sur les fonds, des fonds ESG d'actions européennes, il faut savoir qu'ils ont connu une surperformance de 1 à 3,5% par rapport aux mêmes fonds non ESG. Et là, c'est selon la source Cantalis. Alors maintenant, c'est sûr qu'une réduction de l'univers d'investissement peut priver les portefeuilles de certaines sociétés très rentables ou engendrer des biais sectoriels plus marqués qu'un portefeuille traditionnel. Sur le terrain, en tout cas, ce que je constate pour les clients que j'accompagne, au-delà de la performance, ils souhaitent appréhender l'impact de leur portefeuille sur l'environnement et la société. C'est pour ça que nous travaillons sur un rapport durable qui vous permette d'en mesurer cet impact. Donc, on l'a vu, la démarche durable englobe beaucoup d'idées reçues. Je crois que c'était vraiment cette première partie sur laquelle on voulait insister. Des acronymes qui rendent la thématique complexe, mais finalement pas tant que ça. Un focus sur le E, qui a un peu tendance à faire oublier qu'il y a aussi le S et le G dans la démarche. La crainte d'un effet de mode, finalement pas si justifié, puisqu'il y a des bénéfices sur le long terme qui sont réels. Et comme vient de le montrer Luciana, et puis vous avez le chiffre à l'écran, on a une performance qui est bas, qui est significative, qui n'a pas à pâlir, et qui n'est peut-être pas finalement le seul élément à retenir de cette démarche. Il y a plus que la simple performance. Et maintenant, Luciana, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Ports-en-Part? Comment est-ce que nous, on s'intègre dans cette démarche? Voilà, donc où en sommes-nous chez Ports-en-Part? Alors, première étape, c'est que nous avons intégré l'analyse extra-financière dans nos sélections actions, OPCVM et ETF. Alors, nous verrons plus tard, juste après cette slide, comment nous avons enrichi notre process de sélection de valeurs. Il faut savoir que au comité d'investissement, donc nous avons intégré les notations trèfle pour les valeurs. Donc, dans la liste d'investissement sur laquelle les conseillers s'appuient pour vous donner des recommandations. Sur nos publications aussi, vous avez dû voir dans nos convictions hebdomadaires que nous avons rajouté la notation trèfle pour chaque valeur. Donc, vraiment, nous essayons de généraliser les notations ESG dans tous nos outils pour avoir des notations trèfle sur les valeurs, les fonds et les ETF. Deuxième point, c'est que nous nous sommes inscrits, nous sommes dans le chemin d'une démarche durable. Alors la première étape, ça a été l'établissement d'une charte d'engagement qui détaille notre démarche sur toutes les activités de Ports-en-Part. Donc c'est pas juste sur les activités de Ports-en-Part conseil, c'est aussi à l'analyse, aux activités de corporate. Vous avez dû voir pas mal d'introductions en bourse sur cette thématique-là. Donc vraiment, voilà, on a écrit notre charte d'engagement aussi pour détailler dans notre fonctionnement quelles étaient nos priorités et nos engagements. Ensuite, nous sommes en capacité de vous donner la notation ESG moyenne de votre portefeuille. Et aussi, autre point important, c'est que nous sommes en train d'intégrer progressivement des commentaires ESG pour les fonds et les valeurs. Ensuite, dernier élément dans cette démarche durable, c'est que nous avons lancé une série de podcasts qui s'appelle donc Horizon Durable. Donc, c'est des podcasts qui sont dédiés aux entreprises cotées et engagées. Donc, tous les mois, Anne-Carine Marmu, qui est conseillère donc chez Ports-en-Part, que vous connaissez peut-être, va interviewer des chefs d'entreprise, des directeurs de l'engagement pour éveiller les consciences. Et ils vont partager en fait leurs convictions, leurs actions
pour réconcilier développement économique et croissance durable. Alors là, les premiers numéros, il y avait Antoine Cyr, qui est le directeur de l'engagement de BNP Paribas, et il y a eu aussi les présidents d'Hoffmann et d'Ecomiam. Et vous devez reconnaître des entreprises que nous avons introduites en bourse. Alors, troisième point, et c'est d'ailleurs l'objet de cette webconférence, c'est que nous avons mis en place un portefeuille durable de conviction disponible pour les clients en gestion conseillée. Alors, je vous détaillerai juste après les slides ce portefeuille durable. Je voulais juste revenir sur la slide d'après. Enfin, Cédric, pardon, voilà. Donc, sur l'enrichissement, notre process de sélection. Donc, à gauche, vous voyez un graphe que vous avez l'habitude que vous avez déjà vu. Donc, vous savez qu'on part d'un univers d'investissement titre de 2000 valeurs. On va appliquer un filtre quantitatif pour réduire cet univers d'investissement. Ensuite, les responsables de secteur vont lire des notes d'analystes pour comprendre, pour lire vraiment les arguments des analystes et comprendre s'il y a suffisamment d'éléments pour passer à l'achat. Nous nous appuyons aussi de l'analyse technique pour déterminer le timing d'intervention pour les valeurs. Et ensuite, donc, ce que nous rajoutons, c'est l'approche extra-financière. Alors, comment elle se décline? Tout d'abord, nous pratiquons, comme d'autres acteurs financiers, une politique d'exclusion. Donc, tout d'abord, une exclusion sectorielle. En fait, nous excluons les entreprises dont une part significative du chiffre d'affaires provient d'activités jugées néfastes pour la société ou l'environnement. Donc, vous retrouvez, par exemple, c'est des petites photos, mais vous retrouvez les activités de huile de palme, pâte à papier, énergie nucléaire, notamment. Nous pratiquons également une politique d'exclusion normative. En fait, nous excluons les émetteurs en violation des normes et conventions internationalement reconnues. Donc, c'est ceux qui n'ont pas signé le pacte des Nations Unies. Et ensuite, nous nous appuyons sur une grille d'analyse ESG, donc les critères ESG que Cédric a évoqués en début de webconférence. Donc là, c'est une grille d'analyse qui est basée sur des dizaines d'indicateurs jugés pertinents sur le E, le S et le G. Et dans la slide suivante, vous allez voir que, en fait, nous avons adopté la méthodologie propriétaire de BNP Paribas Wealth Management qui attribue une notation trèfle donc pour les actions, donc aussi pour les titres et les fonds, mais là aujourd'hui on va vous parler des actions. Alors qu'est-ce qu'elle reflète cette notation action? Elle reflète l'impact ESG des activités, des émetteurs et le risque aussi ESG des secteurs d'appartenance. Donc l'échelle de notation, vous le voyez, elle est de 0 à 10 trèfles. 0, c'est que vous n'avez pas ou peu d'intégration du développement durable pour la valeur en question. De 1 à 4, c'est une intégration graduelle des critères ESG. À partir de 5, c'est une intégration significative des critères ESG. Donc d'ailleurs, pour les fonds et les ETF, c'est là où on peut parler d'ISR, d'investissement socialement responsable, c'est à partir de 5 trèfles. Voilà, donc dans la slide d'après, ce qu'on a voulu vous présenter, c'est notre portefeuille durable. Alors, pour le décrire un petit peu, donc c'est un portefeuille qui vise à être investi à 100% en titres vifs actions. Comme les autres portefeuilles traditionnels que vous connaissez, évidemment, ils recherchent une valorisation du capital. Il comporte un risque de perte en capital. Sa fréquence de publication, elle est bimensuelle. Comme les autres aussi portefeuilles traditionnels, il est établi sans contrainte de pays, de secteur ou de taille de capitalisation. Il est le reflet des convictions actions du comité d'investissement de Ports en Part. Donc,
nous ne pouvons acheter que des valeurs qui sont à l'achat ou à renforcer. Et il est le reflet aussi de l'analyse extra-financière de BNP Paribas Wealth Management. Donc là, la sélection, elle va privilégier les supports ayant une notation supérieure ou égale à 5 trèfles dans chaque secteur d'activité. Donc, le portefeuille que vous voyez, en fait, c'est un portefeuille que nous avons constitué en fin d'année. Je l'anime avec 5 autres conseillers alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous faisons partie de différentes équipes. Donc, on a vraiment, j'allais dire, des profils de conseillers différents, avec un profil contrariant, prudent ou de tendance. Donc, nous sommes clairement, j'allais dire, complémentaires. Nous faisons des arbitrages, comme je le disais, donc toutes les 2 semaines. Nous avons une approche, comme un portefeuille traditionnel, une approche sectorielle. Et évidemment, comme je l'ai dit, nous avons le filtre extra-financier en plus. Alors, nos paris forts aujourd'hui, c'est une surpondération sur le secteur des biens de consommation, notamment l'automobile. Donc, vous retrouvez les valeurs que nous recommandons. Nous sommes présents sur le secteur des matériaux de base, notamment les matières premières avec Norsk Hydro, la chimie avec Solvay et Linde, et nous sommes aussi présents sur le secteur de la technologie. Vous verrez qu'on est un peu sous-pondéré sur le secteur financier, donc avec les banques et l'assurance, et vous retrouvez d'ailleurs donc Crédit Agricole et Allianz. Je vois Luciana, excuse-moi, il y a quelques valeurs qui n'ont pas de note là. Je pense Française des Jeux, Stellantis. Voilà, exactement. Alors ça, c'est une bonne question. C'est que donc Stellantis, en fait, nous avions investi sur Peugeot en fin d'année dernière et en fait, avec la fusion avec Fiat Chrysler, en fait, la notation ESG est en cours de révision. Donc, pour l'instant, on l'a gardée. Si jamais la valeur a été revue à la baisse, on verra. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on va attendre les conclusions de cette analyse ESG. Ensuite, Française des Jeux. Alors, c'est vrai que c'est une introduction. Donc là aussi, pour vous dire, il y a un travail d'analyse ESG qui est fait et qui met du temps. Donc pour l'instant, il n'y a pas, elle n'est pas encore disponible, mais ça ne devrait pas tarder. Maintenant, pourquoi on l'a gardée, enfin pourquoi on a décidé d'investir dessus, c'est que la Française des Jeux, c'est une entreprise qui est très impliquée en termes de politique RSE. Selon Vigeo, donc l'agence de notation extra-financière, la note ESG est de 66 sur 100. C'est un score nettement supérieur à la note moyenne des autres opérateurs du secteur des jeux d'argent. Et en plus, donc Française des Jeux se place parmi les 5% des entreprises les mieux notées parmi les 4900 entreprises analysées. Et ça me permet aussi de dire qu'il faut faire une différence entre éthique et ESG, parce qu'on peut nous dire non mais c'est du jeu, pourquoi vous investissez dessus. Mais voilà, il y a une différence entre éthique, on va aussi investir, enfin en tout cas il est possible qu'on investisse sur des entreprises qui vendent de l'alcool. Par exemple, Pernod Ricard pourrait faire partie du portefeuille. Voilà, il y a une différence entre éthique et les critères ESG. Peut-être une autre question dans ce domaine, parce qu'on l'a souvent, et surtout par rapport à l'idée reçue que j'ai pu donner à numéro 2, Total. Total, c'est du pétrole. Alors le pétrole, c'est pas bien. Voilà, exactement. Là aussi. Raisonnement basique. Non, mais tu as raison d'évoquer le sujet controversé de Total. Alors, Total reste un acteur d'hydrocarbures. Donc, évidemment, l'indicateur émission de carbone pour le pilier du E n'est pas bon du tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est plus que compensé par les indicateurs qui sont l'utilisation des ressources naturelles et la gestion du groupe sur le risque environnemental. En plus, donc comme Cédric l'a dit tout à l'heure, l'ESG, ce n'est pas que le E, c'est le S et le G. Là, ce qui est important pour Total, c'est le E. En fait, ils ont une très très bonne note, une excellente note sur le pilier social,
c'est-à-dire en termes de gestion des ressources humaines, santé et sécurité. Voilà. Par contre, sur le pilier gouvernance, le point négatif, c'est justement la non-séparation des pouvoirs du président et directeur général, que tu mentionnais aussi auparavant. Donc, c'est vraiment un élément, d'ailleurs, qui est négatif pour la note gouvernance pour Total. Merci, Luciana. Alors, justement, oui, quelques exemples peut-être de valeurs maintenant. Exactement. Ce qu'on voulait, c'était vous donner des exemples de commentaires ESG. Alors, il faut savoir que déjà, ils sont en cours d'écriture. Nous avons commencé à le faire pour le portefeuille durable que nous vous avons montré tout à l'heure. Nous nous appuyons sur les données de la société, de Sustainalytics, qui est un fournisseur reconnu de données ESG, et aussi sur les analystes, les notes d'analystes qui commencent à s'organiser pour fournir des commentaires ESG. Ce qui nous permet aussi de vous dire que vous voyez que toute la place financière aussi est en train de s'organiser pour évaluer et mettre à disposition des commentaires. Alors là, donc on a voulu faire un focus sur Schneider Electric, qui a une notation donc de 8 trèfles. Alors, je vais juste rentrer un tout petit peu dans le détail sur Schneider. Donc, vous voyez sur le pilier du E, ce qu'on a voulu faire, c'est que au-delà de 5 trèfles, on ne met que des éléments et des commentaires vraiment qualitatifs, sur les 3 piliers. Alors, pour Schneider, c'est que sur le E, donc l'économie circulaire est inscrite dans le Schneider Sustainability Impact, qui couvre donc 21 indicateurs cohérents avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, grâce à différentes initiatives, le groupe s'est engagé à doubler la quantité de plastique recyclé dans ses produits d'ici à 2025 et a banni le plastique à usage unique dans ses installations. Voilà, et donc l'utilisation du film plastique a ainsi été réduite de 97 000 m², donc soit 14 terrains de football. Sur le pilier social, le groupe, ce qu'on met en avant, c'est que le groupe a fondé une école gratuite, l'école Schneider Electric, qui recoupe le lycée et le centre de formation d'apprentis. Et ce lycée permet aux élèves de renouer avec la réussite scolaire. C'est une forme de la seconde au bac option, métier de l'énergie et de l'environnement. Et ce centre de formation forme des apprentis en alternance et délivre un BTS et une licence professionnelle. Sur l'aspect aussi de la gouvernance, là, on a le comité consultatif des actionnaires qui constitue le relais auprès de la société des attentes des actionnaires individuels. Voilà, donc là, ce qu'on veut à chaque fois, c'est d'être très concret. Donc là, c'est pour Schneider. La slide d'après, on a voulu mettre l'exemple de LVMH, donc qui a une notation de 7 trèfles. Vous voyez sur le pilier du E également, là, LVMH avait lancé en 2012 un programme LIFE, LVMH Initiative for Environment, avec des objectifs chiffrés à atteindre pour 2020. Cette année, en fait, comme ils ont dépassé certains objectifs, ils ont décidé d'en établir de plus ambitieux au travers donc d'un nouveau programme qui s'appelle LIFE 360, qui sera annoncé là cette année et qui comprend 3 importantes échéances là en 2023, 2026 et 2030 et qui couvre 4 axes. Voilà. Sur le social aussi, donc l'élément qu'on a voulu mettre en avant, c'est que c'est vrai que dans ces entreprises de luxe, ce qui est très important, c'est de préserver le savoir-faire. Donc là aussi, LVMH a investi donc 131 millions d'euros en 2018 dans la formation de ses employés, avec au moins 59% de ses effectifs qui ont suivi une formation annuelle. Et en plus de ça, le groupe propose des programmes d'apprentissage au travers du LVMH Institut des métiers d'excellence. Voilà. Dernier point sur la gouvernance, c'est que le conseil d'administration est équilibré entre des membres de la famille, des membres du top management et la présence de femmes. Ça aussi, c'est regardé dans les indicateurs liés à la gouvernance. Les héritiers aussi, parce que c'est un autre sujet important pour le groupe, c'est les héritiers d'Arnaud ont progressivement gravi tous les échelons selon un process transparent. Voilà. Et autre point aussi dû à LVMH, c'est que les investisseurs ont intégré que Bernard Arnault sera remplacé par un membre de sa famille.
Donc voilà, donc ça c'est pour vous donner quelques exemples sur les valeurs en termes de commentaires ESG pour notre portefeuille. Je crois qu'en conclusion, ce qu'on a voulu avec Cédric, hein, c'est de vous dire, bon bah attention aux idées reçues sur le durable. Hein, l'ESG, comme l'a dit Cédric, il n'y a pas que le E, il y a le S et le G. C'est vraiment important. Ce n'est pas qu'un effet de mode. On le voit, c'est inscrit, c'est là depuis un moment et il y a eu un coup d'accélérateur avec la crise sanitaire que nous connaissons. Le sujet de la performance, en tout cas, c'est pas moins performant qu'un investissement traditionnel. C'est vraiment ça et c'est complémentaire en fait. Cette démarche extra-financière, elle est complémentaire de notre modèle de sélection, j'allais dire, de finance classique, hein, d'analyse financière classique. Et comme j'ai dit en fait tout à l'heure, il y a des choses qui ne sont pas vues par le prisme financier en fait classique. Donc c'est vraiment important de dire ça. Maintenant, évidemment, pour les clients qui veulent aller plus loin, ce que nous pouvons proposer, c'est de vous accompagner pour privilégier donc les instruments financiers, donc les actions, les fonds ou les ETF, qui ont une notation supérieure ou égale à 5 trèfles, parce que, comme on le disait, c'est à partir de ce niveau de 5 trèfles hein, que on peut considérer qu'on intègre de manière significative les critères ESG. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire aussi dans le chemin durable? C'est d'établir un questionnaire sur vos attentes. Hein. Mais ça, j'allais dire, le réglementaire, enfin le régulateur hein, est en train de poser le cadre cette année, donc on va y être amené aussi. Et puis, de mettre en place un rapport durable hein, pour, comme on l'a dit à un moment donné, pour évaluer l'impact de votre portefeuille au niveau du E et du F. Et dernier point, ça c'est un autre projet à plus long terme, c'est de vous donner la possibilité de voter aux assemblées générales en fonction de la politique de vote qui aura été décidée par BNP Paribas Asset Management. Voilà. Alors maintenant, Luciana, oui, nous arrivons à l'issue de la présentation. Alors, on a beaucoup de questions. Je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Nous avons une question sur les classements, les différents classements ESG, peut-être les différentes méthodologies. Alors, juste avant de te laisser la parole, je voudrais revenir sur ce que Luciana a dit, quelque chose d'important. On peut peut-être juste un petit peu le développer. Elle a parlé du régulateur et du côté réglementaire. En fait, je ne sais pas si vous le savez, c'est passé relativement inaperçu auprès des investisseurs, mais pourtant, nous, ça nous implique énormément. Il y a une nouvelle réglementation qui est un peu équivalente à MiFID, c'est-à-dire cette réglementation qui donne un cadre très précis entre les sociétés d'investissement et leurs obligations vis-à-vis des investisseurs privés, est venue se rajouter depuis le 10 mars SFDR. Donc SFDR, c'est un peu le MiFID du durable, comme j'aime l'appeler. Ça donne beaucoup de contraintes et ça évite le greenwashing. Donc ça veut dire quoi? Concrètement, on a publié sur le site de Portzamparc, mais toutes les sociétés d'investissement ont dû le faire. Ça doit expliquer les pratiques, ça doit expliquer les méthodologies utilisées. Donc on vous a parlé de la méthodologie TREFF, elle est détaillée. On vous détaille comment elle est utilisée, à quel niveau elle est utilisée, est-ce qu'il y a des portefeuilles qui sont durables. Alors aujourd'hui, on va lancer celui-ci, donc oui, on va en avoir un. Ça évite d'utiliser tout et n'importe quoi, d'utiliser des noms, de les galvauder et de ne pas aller de manière très concrète et construite et surtout pas transparente. Et je pense qu'un des points d'orgue, c'est que d'ici la fin de l'année, on devra être en mesure de vous proposer l'impact ESG ou l'impact durable de votre portefeuille. On devra être en mesure de l'évaluer. Donc c'est le travail sur lequel on est en train de plancher. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose peut-être, Luciana, sur côté réglementaire. Non, comme tu as dit, c'est vraiment poser le cadre. Donc ça nous aide. Hein. Ce qui est important, c'est de dire qu'on a déjà travaillé dessus. Et là, c'est vrai que le régulateur, il va donner un coup d'accélérateur. Et surtout, ce qui va permettre, c'est de préciser, parce que on n'est pas le seul acteur financier à parler de durable. Et ça va poser un cadre homogène pour tous les acteurs financiers et donner plus de transparence à vous, donc aux épargnants. C'est vraiment ça ce qu'il faut aussi mettre en avant. Alors, on a une autre question également sur le coût de mise en place et d'implémentation du concept ESG
dans l'entreprise? Et est-ce qu'il existe un ratio ou indicateur de rentabilité sur ce concept? Alors, moi, je peux commencer. Hein. Si on peut prendre un exemple très précis. Sensibiliser les salariés, par exemple, c'est très basique ce que je vais vous dire, mais sensibiliser les salariés à l'utilisation de gobelets en plastique quand vous allez à la machine à café, sensibiliser à l'impression. Les tonnes d'impression que l'on utilise quand on travaille au quotidien et puis qui finalement restent sur la machine, sur l'imprimante, qu'on n'utilise pas. Bon bah rien que ça, c'est mettre en place une démarche un petit peu responsable, c'est responsabiliser chacun d'entre nous. Ça va avoir un impact sur l'environnement, parce que moi je vais pas vous expliquer la chaîne, vous la connaissez mieux que moi. Et en plus, ça évite, ça va baisser le coût de fourniture, le coût des matières premières. Ça peut commencer par des gestes tout simples comme celui-ci. Luciana a évoqué la formation chez LVMH. C'est des budgets qui légalement doivent être dépensés. En tout cas, c'est des budgets qui sont prévus pour la formation. On va essayer juste de remettre un peu au cœur de l'entreprise et sa stratégie de ressources humaines de privilégier ces formations. Donc, c'est pas forcément un coût supplémentaire. Hein. Et si c'est un coût supplémentaire, comme dans l'exemple tout bête, mais du papier, il y a aussi une économie derrière. Donc on va dire qu'on est neutre, mais en tout cas, il y a un impact qui sera positif à la fin. Oui, alors je ne sais pas si la question était juste sur le fonctionnement, mais en tout cas, je mets aussi la perspective sur l'analyse. Bon, vous l'avez compris, hein, l'approche extra-financière, elle est complémentaire. Au niveau, en tout cas, des collaborateurs, vous voyez, même, j'allais dire, le projet de podcast, c'est clairement des initiatives. Et je pense que c'est ça la force de Pense en Part, c'est que les collaborateurs certains sont très impliqués et ont envie, sont convaincus que nous sommes vraiment acteurs du changement et qu'on a une part de responsabilité aussi dans cette démarche durable. Voilà. Et donc je pense que c'est vrai des convictions personnelles hein, qui vont après influer sur la sphère professionnelle. Une autre question sur la notation trèfle, un peu sur la méthodologie, est savoir si les critères sont équipondérés. Le E, le S et le G. Non, c'est pas équipondéré. Alors, donc je suis pas rentrée trop dans le détail hein, de cette de la pondération parce que donc ce qu'il faut savoir, hein, c'est que donc chez BNP Paribas, c'est la société de gestion, donc BNP Paribas Asset Management, qui donne, qui accorde, qui fait un gros travail, on va dire, d'analyse, hein, parce que ils ont ils analysent 12 000 émetteurs, ils ont une équipe d'une vingtaine d'analystes hein, juste sur l'ESG. Ils nouent aussi un dialogue avec les entreprises et ils ont un impact, un pouvoir au moment des assemblées générales, hein, la société de gestion, parce qu'elle peut donc avoir une influence hein, au moment des assemblées générales. Donc c'est elle qui accorde une notation ESG de 0 à 100. Ensuite, la notation trèfle, elle va reprendre en partie cette notation ESG sur l'émetteur et en plus de ça, elle va injecter, on va dire, une différence entre les secteurs. Alors, en fonction du secteur, par exemple, il va y avoir des secteurs pour qui le pilier environnement représente une vingtaine de pourcents, le pilier social 30% et le pilier gouvernance 46%. Donc, en fonction des secteurs, ils décident d'accorder des pondérations différentes. Voilà. Sur la méthode, peut-être, pour poursuivre, on a des questions également une question sur êtes-vous en mesure de proposer des fonds ou des valeurs labellisées Finansol? Alors, si j'étends peut-être à des fonds ou des valeurs avec un peu plus d'impact, et comment est-ce que toutes ces notations trèfle sont proposées à nos clients? Alors, sur les fonds et les ETF, alors sur les fonds, nous sommes en capacité de vous donner des notations trèfle, que le fonds soit étiqueté, j'allais dire, durable ou non durable, hein, donc ISR ou non ISR.
On peut vous proposer aussi, donc là, il faudra se rapprocher de votre interlocuteur qui vous propose des fonds ISR. Donc, comme vous savez, il y a trois approches. Enfin, en tout cas, nous, chez BNP Paribas, c'est comme ça. On a les fonds dits best in class. Donc, on va investir sur les entreprises dans tous les secteurs, mais dans chaque secteur, on va surtout investir les entreprises qui ont les meilleures pratiques ESG. Donc, c'est ça l'approche best in class. Ensuite, il y a une approche thématique. L'approche thématique, c'est que on va appliquer un filtre sur l'univers d'investissement pour vraiment le restreindre et ne s'attacher que aux entreprises qui vraiment investissent une bonne partie de leur chiffre d'affaires sur une thématique. Alors, environnementale, généralement, ça peut être sur l'eau, sur les nouvelles énergies, des choses comme ça, ou le social aussi. Il y a des fonds qui sont spécialisés là-dessus. Donc voilà, c'est des fonds qu'on appelle donc thématiques. Et ensuite, il y a les troisième type de fonds, c'est les fonds à impact. Donc ça peut être des fonds best in class ou thématiques, mais en plus de ça, ce qu'on leur demande, c'est qu'ils émettent un rapport à impact qui vraiment permette à l'investisseur de comprendre quel est l'impact de la société, enfin du fonds. Donc ça, c'est pour les fonds. Les ETF, pareil, on est en capacité de vous donner la notation TREF d'un ETF qui soit durable ou non durable. Et en fonction de la zone géographique, on peut vous proposer des ETF notés minimum 5 TREF. Voilà. Donc voilà, on va le développer progressivement et vous indiquer le positionnement de chacun des outils utilisés. Alors pour le portefeuille, certains me posent la question s'il est déjà disponible. Alors oui, il est disponible, il va bientôt être diffusé. Voilà, vous l'avez un peu en avant-première, c'était l'objectif de cette webconférence. Une question également sur, mais je pense que c'est intéressant, une attente d'une personne qui participe, disant moi ce que j'attends c'est un portefeuille performant. C'est pour ça qu'on a évoqué cette idée reçue disant que c'était pas performant ce type de portefeuille. Et si on élargit même le débat, j'aime bien prendre cet exemple des valeurs du tabac. Le tabac, j'ai été gérant il y a encore quelques années. Le tabac était vraiment une des valeurs qu'on privilégiait, notamment pour la partie rendement, puisque c'est une rente de situation, donc vous avez un rendement qui est très confortable sur les valeurs tabac. Depuis quelques années, des grands fonds d'investissement, je pense aux fonds de la Norvège, ont décidé de bannir de leurs investissements ce type de valeur. Alors, à tort ou à raison, je ne veux pas rentrer dans la polémique. En tout état de cause, c'est un secteur qui voit les investisseurs se détourner de lui. Donc, une des conséquences, c'est qu'en termes de performance, c'est un secteur qui commence à laguer. Donc, je pense que aujourd'hui, entre la réglementation SFDR qu'on a évoquée, entre prise de conscience, entre les efforts que font toutes les entreprises, on a un mouvement de fond qui est en train de se dérouler et que ça va devenir, ça va faire partie intégrante de l'investissement que d'intégrer cette partie du durable. Ça va être un des critères d'investissement. Ce ne sera pas le critère, ça dépend. Pour certains, ça sera le critère, pour d'autres, ça sera un des critères. Mais au même titre qu'on analyse le ratio de dette nette sur valeur d'entreprise, demain, on prendra peut-être en compte comment le nombre d'accidents du travail ou la séparation des pouvoirs entre DG et PDG. Alors, quand même, pour répondre à la question, parce que comme ce portefeuille, il est en place depuis la fin de l'année dernière. La performance depuis le début de l'année, donc arrêtée à mardi, elle est de 10,8% contre un indice à 11,56%. Donc voilà, c'est ce qui permet de dire que c'est pas en tout cas moins performant qu'un portefeuille traditionnel. Évidemment, quand je donne ça, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et puis, autre élément, c'est ce que j'ai dit un moment tout à l'heure sur la performance, c'est que il peut avoir des biais sectoriels. Ça peut, de toute façon, il n'y a aucune stratégie aussi qui, quelle que soit la configuration de marché, surperforme à chaque fois les indices.
Donc voilà, c'est vrai que ce qui est important, c'est que pour ce genre de portefeuille, évidemment, il faut être attaché à la performance, mais il faut aussi avoir envie de mettre son argent sur des entreprises, en tout cas qui sont considérées comme les plus vertueuses en termes de ESG. De penser que vous allez avoir aussi un impact là-dessus, contribuer en tout cas à avoir un impact là-dessus. Peut-être une ou deux dernières questions, parce qu'il y en a encore beaucoup, sur l'indépendance entre les analystes ESG et l'équipe de gestion. Alors, c'est amusant, vous posez la question. Pour vous dire, hein, chez BNP Paribas Asset Management, c'est pas qu'il y avait une indépendance, mais il y avait une équipe de recherche, enfin d'analystes de recherche ESG, donc qui était plutôt dédiée à une équipe de gestion ISR. Petit à petit, BNP Paribas Asset Management a demandé à ce que ces analystes ESG donnent leur vue aussi aux autres gérants, j'allais dire, traditionnels. Et depuis, enfin peu, hein, depuis quelques années, BNP Paribas Asset Management a décidé que la recherche ESG était intégrée, c'est-à-dire que en fait tous les fonds de BNP PAM allaient intégrer à des degrés divers les critères ESG. Donc c'est pas qu'ils deviennent tous ISR, mais en tout cas ils intègrent les critères ESG. Et puis comme on l'avait auparavant, certains fonds sont dits, enfin sont ISR hein, parce qu'ils ont soit le label ISR, enfin des labels qui ont été reconnus. Donc c'est pas, faut pas chercher une indépendance. Au contraire, aujourd'hui, ce qu'on veut d'ailleurs, nous, chez Portzamparc, on passe en fait à l'étape, j'allais dire, de la deuxième étape, c'est-à-dire l'intégration. Nous, notre volonté, c'est que les responsables de secteur, ils étudient avant l'analyse financière classique. Là aujourd'hui, ils regardent aussi les aspects extra-financiers. Voilà, donc ils sont en train de s'approprier. Mais quand même, c'est long aussi. Hein. On n'est pas en train de dire que ça y est, on maîtrise complètement. On est en train d'appréhender quand même ces concepts-là. Mais donc, notre volonté, c'est celle-ci. Et vous avez aussi d'autres acteurs dans la place hein, qui avant séparaient l'analyse ESG et qui sont maintenant en train de dire non, ça fait partie intégrante de l'analyse. Voilà, il y a l'analyse financière et extra-financière. Merci beaucoup, Luciana. Je pense qu'on va s'arrêter là. L'heure tourne. Merci à tous d'avoir participé. Vous nous retrouverez en replay si vous le souhaitez. Et nous restons à votre disposition pour plus de questions. Et vous recevrez la présentation bientôt. Et ainsi que le replay. Merci. Très bonne journée à tous. Merci à tous. Oui.